J'ai hâte d'entendre les conférenciers parce que, d'après ce que j'ai vu, ça va être très intéressant. Merci. Merci, Claude. Merci. Alors, on a deux conférenciers ce soir. M. Marc Bouillman, qui est, je vous dis toutes ces petites choses intéressantes, comme le docteur en biophysique, membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste. Il est aussi coordonnateur interrégional de regroupement vigilance hydrocarbures. Alors, on a la chance de l'avoir ce soir. Il est venu expressément de la région de Trois-Rivières pour nous ce soir ramasser des gros efforts que moi j'apprécie beaucoup et merci d'être là. On va avoir ensuite M. Jacques Tétrault qui vient de la région de, redis-moi exactement, de Saint-Hyacinthe, qui est descendu encore une fois lui aussi aujourd'hui pour nous parler. Donc on va essayer de gober tout ça et de poser des questions. Donc M. Bouillman va faire sa présentation en 3 parties. Première partie, 5 minutes de questions. Ensuite, une autre partie, 5 minutes. Une autre partie, 10 minutes de questions. Ensuite, M. Tétrault, lui, il accepte pas les questions, mais il a beaucoup d'humour. Alors, on laisse la place aux gens qui sont là pour nous. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Ok, je vais déjà, dès le départ, avant d'aborder la question du gaz de schiste, je vais vous expliquer en quelques minutes pourquoi, par une belle soirée ensoleillée, je suis ici à Saint-Patrice de Pont-Rivage. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, il faut se rendre compte que notre belle planète, qui a une dimension quand même assez grande, on connaît ici les continents, elle contient des petites quantités d'eau finalement. Ça, c'est tous les océans se retrouvent dans cette sphère-ci, tandis que l'eau potable, c'est une toute petite sphère. Ça, c'est l'eau douce plutôt, puis l'eau potable, c'est encore tout petit, on la voit à peine. Ça représente un rayon de 56 km d'eau pour l'ensemble de la planète. C'est juste pour, en voyant l'échelle, vous pouvez vous rendre compte que finalement, on a très peu d'eau potable sur la planète. En ce qui concerne l'air, c'est un peu la même chose. Si on regarde toute l'atmosphère, si on la réduisait à la dimension d'une sphère, on aurait ici cet équivalent d'une sphère d'environ peut-être de 700 km de diamètre, donc beaucoup plus petite que la Terre. Malheureusement, depuis déjà quelques décennies, ici il y a un graphique qui part de l'année 1880 jusqu'à 2015, on peut voir que l'on consomme de plus en plus de charbon, de pétrole, de gaz naturel, et qu'il y a aussi la déforestation, et ça équivaut à un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre qui est maintenant de l'ordre de 41 milliards de tonnes par année d'équivalent CO2. La conséquence de cela, c'est que, évidemment, on a une augmentation du CO2 dans l'atmosphère, une augmentation aussi du méthane, le CH4, ce qui représente les 2 principaux gaz à effet de serre d'origine humaine, et on en arrive à une situation où depuis 1990, depuis le protocole de Kyoto, l'effet de serre a augmenté de 40%. Donc on ne va vraiment pas dans la bonne direction, et à l'heure actuelle, l'effet de serre augmente à un pourcentage qui correspond à 1,5% par année. La conséquence de l'effet de serre, c'est qu'évidemment, la température moyenne de la planète se réchauffe. Ici, on part de 1900 jusqu'à aujourd'hui, on a gagné 1 degré Celsius en moyenne. Et on se dirige pour l'année 2100 vers 4 degrés Celsius de réchauffement. Ça pourrait être beaucoup plus selon certains scénarios, mais ce qu'il faut noter, c'est que dans les siècles et les décennies qui vont suivre, la température va continuer de se réchauffer parce que le gaz CO2, le dioxyde de carbone, c'est un gaz qui reste longtemps dans l'atmosphère et ses effets vont perdurer pendant des siècles malheureusement. Donc on se retrouve dans une situation à l'heure actuelle où nous émettons beaucoup trop de CO2 dans l'atmosphère. En fait, on en avait 20 fois plus que ce qui est arrivé dans le pire événement dans le passé, il y a 55 millions d'années. Il y a eu un événement où il y a eu un fort relâchement de méthane et de CO2 dans l'atmosphère de 55 millions d'années. Et nous, on en émet 20 fois plus qu'à cette époque-là. Donc, c'est pour ça que, finalement,
compte tenu de la petitesse de l'atmosphère, eh bien, ce que nous consommons, ce que nous brûlons, fait en sorte que nous affectons la concentration de l'atmosphère, des océans, etc. Ce qui nous amène à une nouvelle ère. Ici, on était dans une ère, ici, une période chaude, dans l'Holocène, et on arrive maintenant dans l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire l'ère géologique qui est régie, gouvernée, ou qui dépend en tout cas de l'être humain, malheureusement. C'est pas la position de la planète par rapport aux astres qui réchauffe la planète, c'est plutôt notre consommation de gaz, de pétrole et de charbon. En fait, nous la réchauffons maintenant 170 fois plus vite qu'elle devrait se refroidir. Selon les calculs, elle devrait se refroidir, elle ne se refroidit pas. Donc, maintenant, je vais aborder la question du gaz de schiste. Qu'est-ce que c'est le gaz de schiste? Eh bien, le gaz naturel, dans un premier temps, c'est un combustible qui est un mélange d'hydrocarbures. Donc, l'hydrocarbure est constitué de carbone et d'hydrogène, qui est emprisonné dans des roches profondes ou limité par des roches profondes, ou alors fabriqué en surface à partir de matériel biologique. Dans ces cas-là, on l'appelle le biogaz ou le biométhane. Le gaz de schiste, lui, il est d'origine fossile, donc ancien, extrait du schiste, shale, qu'on appelle ici, ou d'autres roches. Et comment on l'extrait? Par fracturation hydraulique ou autre, qui est en fait une fissuration de la roche pour permettre au gaz de s'échapper de la roche. Donc, ici, on a un schéma qui nous permet de voir la distinction entre un gisement conventionnel ou non. Donc, ici, un gisement conventionnel, on a du gaz naturel ou du pétrole qui est piégé ici, en dessous d'une formation rocheuse. Évidemment, on arrive avec un puits et puis on peut facilement récupérer ce gaz-là, alors que dans un gisement non conventionnel, le gaz naturel est piégé, emprisonné dans la roche. Ici, on a représenté ici, on a appelé le schiste. Et puis, il faut fracturer la roche pour récupérer le gaz naturel et le recueillir à la surface. Donc, on voit que ce n'est pas du tout la même façon de procéder, ce n'est pas les mêmes énergies ici qui sont impliquées pour extraire le gaz naturel. Une fois qu'on a le gaz naturel, comme je vous l'ai indiqué, c'est du méthane en grande majorité, à plus de 90%, c'est du méthane. C'est une petite molécule, un gaz léger, qui, lorsqu'on le brûle en présence d'oxygène, évidemment, va former du CO2 et va nous permettre d'avoir de la chaleur. Il y a des gens qui se chauffent au gaz naturel, il y a des gens qui utilisent le gaz naturel dans les cuisines, etc. Donc, c'est juste pour vous indiquer qu'à l'heure actuelle, la plupart des utilisations du gaz naturel, c'est pour, malheureusement, le brûler. Comment il se forme, le gaz naturel? Eh bien, il faut se rendre compte qu'à une certaine époque, on avait des océans. Ces océans-là contenaient des algues, du plancton. Ça se dépose au fond, forme des sédiments, et avec le temps, ça s'enfonce de l'ordre de quelques dizaines de mètres par million d'années. Et on en arrive à un certain moment où, quand ça s'enfonce beaucoup, après avoir s'être transformé en pétrole, ça se transforme en gaz. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans la terre, c'est un peu comme quand on plonge dans une piscine, on se rend compte que la colonne d'eau, elle exerce une pression sur nous. Mais c'est la même chose. Ici, on peut voir qu'au Québec, par exemple, si on est à 2 km de profondeur, la température, elle s'élève déjà à 50 degrés Celsius et la pression des roches équivaut à 300 fois la pression atmosphérique. Si on est à 4 km, eh bien, c'est 600 fois la pression atmosphérique et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle la pression lithostatique. Mais ce que je veux que vous vous rappeliez, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans la croûte terrestre, au travers des couches rocheuses, la température s'élève et la pression aussi s'élève. Maintenant, je vais faire un petit recul historique sur la question du gaz de schiste en allant le plus vite possible, parce qu'évidemment, on pourrait en parler très longtemps, surtout parce qu'il y a des gens ici qui pourraient vous en parler longtemps parce qu'ils étaient là dès le départ. Juste vous mentionner qu'en 2010, à tout le monde en parle, vous allez reconnaître la vice-première ministre de l'époque, Nathalie Normando, qui était ministre des Ressources naturelles.
qui disait que pour préserver nos systèmes de santé et d'éducation, il faut faire du cash. Et comment faire du cash? Avec la filière du gaz de schiste. C'était présenté surtout sur cet angle-là, sur l'angle économique. Mais comme les citoyens commençaient à s'organiser, à un moment donné, quelques semaines plus tard, c'était le premier ministre de l'époque, Jean Charest, qui était invité aussi à l'émission Tout le monde en parle, et qui annonçait une nouvelle, comme quoi il y aurait une nouvelle loi sur les hydrocarbures. Et qu'est-ce qu'il disait à 3 minutes 40 de son entretien? Il disait on va faire une loi avec les standards les plus élevés au monde. C'est ce qu'il prétendait, sauf qu'à 5 minutes, en étant questionné évidemment par l'animateur, il affirme que nous, on n'est pas des experts en gaz de schiste, le gouvernement ne connaît rien là-dedans. Donc c'est un peu difficile de faire une super loi quand on ne connaît rien là-dedans. D'ailleurs, c'est encore d'actualité comme on l'a vu la semaine dernière. On a très peu d'expertise au gouvernement, au ministère, sur la question du gaz de schiste. Mais il tente de rassurer quand même l'auditoire en affirmant en 7 minutes que de toute façon les hydrocarbures, c'est déjà encadré et pour l'essentiel et pour l'avenir, cela sera amplement encadré. Donc voilà pour ce qui est de M. Charest, qui était vraiment plutôt un promoteur de l'industrie du gaz de schiste. Mais en 2012, suite à différentes manifestations, l'épisode des Galeries Rouges, etc., arrive l'avènement du gouvernement du Parti québécois, le gouvernement Marois, et on peut reconnaître Martine Ouellette ici, qui a été nommée ministre des Ressources naturelles, et Daniel Breton à l'Environnement. Quelques jours plus tard, Mme Ouellette affirme que le gaz de schiste, ce n'est pas comme en Alberta, c'est dans la vallée du Saint-Laurent, un territoire où il y a de l'agriculture. L'agriculture, c'est du développement économique, etc. Ce qu'elle disait, c'est qu'elle ne voyait pas l'heure où il y aurait un développement de gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Elle n'y croyait pas. Quelques jours plus tard, M. Binion, qui était président de l'Association gazière et pétrolière du Québec, patron de Questar, la compagnie Questar, dit qu'il y a déjà un moratoire au Québec. Alors, ce que dit Mme Ouellette par rapport à un moratoire à venir, un moratoire permanent, ça n'a pas d'impact sur notre plan d'affaires. On va voir, je vais vous montrer un peu plus loin pourquoi il résonne comme ça, pourquoi ça ne nous semble pas le déranger qu'il y ait un moratoire sur le gaz de schiste, alors que lui, évidemment, tout ce qu'il cherche, c'est de développer l'industrie au Québec. Un mois plus tard, on reconnaît ici la ministre Ouellette avec M. Bouchard, M. Lavoie de Judex, et après la rencontre avec les représentants de la TGQ, la question est demandée, est-ce que le Parti québécois pourrait fermer la porte définitivement au gaz de schiste? Et ce que la ministre répond, tant que nous n'aurons pas toutes les informations, je crois que toutes les options sont ouvertes. Il faut être un gouvernement responsable, etc. Donc, il faut bien noter qu'à l'intérieur d'un mois, il y a eu un changement de ton de la part de la ministre et du gouvernement en général. 2 ans plus tard environ, arrive le gouvernement Couillard, David Hurtel est à l'environnement et M. Pierre Arcan est aux ressources naturelles. Et très rapidement, le gouvernement va mettre en place des lignes directrices pour le développement de l'industrie des hydrocarbures et on va voir que tout va se mettre à débouler en quelque sorte. Sauf qu'au mois de décembre 2014, il y a un rapport du BAP, un volumineux rapport de plus de 500 pages, qui dit clairement que l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans les basses terres, avec la fracturation hydraulique, eh bien, on ne sait pas, ce n'est pas démontré que ça serait avantageux. Ils ont fait une analyse des avantages, des désavantages, et leur conclusion, c'est que probablement que ça ne rapportera pas au Québec. 15 décembre 2014, 2 jours plus tard, M. Couillard est interviewé par Mme Galipeau, Téléjournal à Radio-Canada,
Et assez catégoriquement, il affirme qu'il n'y en aura pas de gaz de schiste. Je ne vois pas l'intérêt de développer ça. C'est ce qu'il dit. Sauf que dans d'autres journaux, c'est pas tout à fait ce qu'on entend. Et dans les journaux anglophones aussi, il dit « Je n'aime pas les moratoires. Parce que quand vous mettez un moratoire en place, vous verrouillez la porte. Je veux que les portes restent ouvertes, ou à tout le moins que les gens sachent comment ouvrir la porte. La porte à l'industrie, la porte à la filière, la porte au gaz de schiste. » Le chef de la CAQ, M. Legault, il dit « Si c'est un nom définitif, c'est irresponsable. Il y a des régions comme Bécancour où il y a une acceptabilité sociale. Peut-être aurait-il pu ajouter le Binière ou Anticosti, etc. Il a, à maintes reprises, semblé affirmer, un peu comme les représentants des gazières, que ce sont des zones peu peuplées où il n'y a pas vraiment de résistance à la question du gaz de schiste. Ce qui n'est pas tout à fait juste, bien au contraire. 2015, on se rapproche. Ici, il y avait un article dans Le Soleil qui est intitulé « Future loi sur les hydrocarbures, les pétrolières prêtes avant Québec ». Point d'interrogation. Et M. Arcan est interviewé et il dit que les municipalités vont être bien servies par la loi sur les hydrocarbures. Il y aura des redevances et il y a 40% des redevances qui sont versées au gouvernement qui reviendront aux municipalités, selon M. Arcan. Mais depuis ce mois de février 2015, on n'en a pas vu la couleur. 2015, mois de novembre, lors de la rencontre de la PGQ, je vous rappelle, l'Association pétrolière et gazière du Québec, on voit ici le ministre Arcan avec M. Binion et d'autres. Et qu'est-ce que M. Arcan affirme à ces gens-là? C'est qu'il y aura un environnement réglementaire stable et prévisible. C'est-à-dire que la loi sur les hydrocarbures dont M. Charest parlait, elle est en train de s'écrire. Inquiétez-vous pas, les règlements aussi, ça s'en vient. Il ne faut pas se décourager. Sauf qu'entre-temps, quelques semaines après, il y a plusieurs compagnies qui ont dit « Nous, on quitte le Québec. Vous nous avez dit qu'il y aurait la loi, puis on n'est toujours pas. » Mais finalement, la loi arrive au mois de décembre 2016, comme je l'en parlais dans ma troisième partie. Juste vous signaler que quelques semaines après, M. Michael Binion, celui qu'on a vu tout à l'heure, le président Kester, il a un blog et il se pose lui-même la question « Qu'est-ce que la nouvelle loi signifie pour Kester? » Eh bien, la porte est demeurée ouverte pour le développement de notre découverte de classe mondiale du gaz naturel le plus propre en Amérique du Nord. Et puis, il termine un peu plus loin en disant qu'on n'ira pas dans les communautés qui ne veulent pas de nous. Finalement, notre réponse au changement historique sera de faire encore plus de la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est pas tout à fait clair. Plus de la même chose. Est-ce que ça veut dire on arrive en cowboy et puis on va arriver de nouveau en cowboy? Ou alors, plus de la même chose, c'est on va changer nos techniques comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant? En tout cas, c'est ce qu'il affirmait il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. 8 février 2017, il y a un communiqué de presse de la part de la compagnie Kester qui a mis un peu le feu aux poudres. C'est qu'il affirmait qu'il y avait une étude qui avait été faite sur le terrain, c'est-à-dire dans le Binière et dans Bécancour, pour établir le potentiel économique de gaz naturel dans ces deux régions-là, dans ces deux MRC-là. Et là, il affirmait qu'il y aurait des projets pilotes avec des plateformes qui comportent chacune 8 puits, etc., etc. Et puis que la production de gaz naturel débuterait en 2019, donc environ 2 ans. Je me suis mis à partir de ce moment-là à regarder toutes les présentations de la compagnie Kester et j'en ai trouvé une, celle du 28 mars, qui a eu lieu aux États-Unis,
où le président Bennion affirme « Regardez, on a beaucoup d'étapes de franchies au Québec. Par exemple, il y a eu un BAP, un deuxième BAP, il y a eu une politique énergétique, on a une loi sur les hydrocarbures, la loi a été adoptée, il reste simplement deux choses. Les règlements qui sont assujettis à la loi sur les hydrocarbures, les règlements. Il y a 4 règlements qui sont à venir. Et puis, il y a l'acceptabilité sociale pour des projets pilotes. C'est une étape qui, selon lui, n'a pas encore été franchie. Sauf qu'il ne s'aide pas beaucoup, parce qu'au mois de mars encore, fin mars, M. Bennion, un peu comme M. Trump, aime bien tweeter. Et quand il tweet, il envoie des photos. Et dans les 2 photos, ici, c'est une photo dans le Bécancour et une photo dans le Brignac. Il présente ça comme étant, regardez au Québec comme c'est peu peuplé, c'est ici que nous voulons forer pour le gaz naturel. Évidemment, il se trouve devant 2 plateformes, en plein hiver, en pleine forêt. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir beaucoup d'activités à ces endroits-là. Maintenant, je vais reculer encore un peu plus loin en arrière. Dans les années 70, la compagnie Shell et la SOCIP, qui était une institution parapublique, paragouvernementale qui forait dans la région, étaient intéressés par le pétrole. Malheureusement, comme il est expliqué ici, ils n'ont pas trouvé du pétrole, ils ont trouvé du gaz naturel. Ils en étaient très déçus, ils ont décidé de partir. C'est un peu ironique, parce que c'est un peu un clin d'œil de l'histoire. C'est maintenant, c'est tout le contraire. C'est comme si les compagnies venaient ici à cause du gaz naturel. Et le pétrole, on sait qu'on en a beaucoup dans la région, mais c'est pas la question du pétrole était très importante dans les années 70 à cause des chocs pétroliers. Mais maintenant, c'est le gaz naturel. C'est juste pour vous indiquer pourquoi les compagnies avaient quitté après les années 80. Là, on va aller en 2005. Vous avez une carte ici du Québec entre Montréal et Québec, la ville de Québec, et vous avez toute une série de bandes ici, de permis d'exploration de différentes couleurs qui correspondent à différentes entreprises. Donc, on peut voir qu'ici à Saint-Patrice, à cette époque-là, il n'y avait pas de permis d'exploration, mais quand on se rapproche du fleuve qui est ici, on a la compagnie Questar, Junex en jaune, etc., qui détenaient déjà des permis d'exploration d'hydrocarbures dans la vallée du Saint-Laurent. Ça ne date pas d'hier, il y en a toujours eu. Il y en a eu depuis plus d'1 siècle. Juste vous signaler que dans les années 2000, la compagnie Questar, qui était bien installée au centre du Québec, elle disait pourquoi on est là? Parce que c'est avantageux au niveau fiscal, parce qu'on connaît bien le sous-sol géologique, parce qu'on a déjà foré depuis longtemps. Eux ont une très bonne position au niveau du territoire. Ils ont les endroits les plus intéressants selon eux. Évidemment, tout ça, ces diapositives-là, c'est présenté aux actionnaires, donc ils font valoir les bons points. Et la 4e chose qui est indiquée ici, que j'ai entourée en rouge, c'est qu'il y a une quantité incroyable de gaz en place. Le gaz en place, c'est quoi? C'est du gaz qui est emprisonné dans la roche. Il y en a une partie qu'on pourra extraire, mais on ne sait pas jusqu'à quel point, on ne sait pas si on peut tout extraire. C'est pour ça qu'on fait une différence entre des ressources et des réserves. Mais en ce qui concerne le gaz en place, eh bien, c'est assez extraordinaire. Et ce qu'on voit ici, c'est des photos du shale, ça c'est le shale de Lorraine, le schiste de Lorraine, et le shale du Tika. La couleur n'est pas exactement la même, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des fractures. Comme on peut le voir, il y a des fractures. Évidemment, il y a des strates horizontales, mais il y a des fractures dans le sens vertical aussi. Et c'était présenté par la compagnie Questar comme étant un avantage au Québec. Évidemment, pourquoi? Parce que quand vient le temps de fracturer la roche, c'est plus facile de fracturer une roche qui est déjà plus fragile naturellement, qui est déjà en partie fracturée. En 2009, la compagnie Questar disait, regardez,
Dans un an, là, on va être prêt pour la production commerciale. Donc, ils en étaient à l'étape des projets pilotes et ils se donnaient encore un an. Et c'est pourquoi que, quand on a vu tout à l'heure, le comité de Kester, ils s'attendent à ce qu'en 2019, ça démarre. Un an pour l'acceptation des projets, un an pour l'optimisation des procédés. Et où est-ce qu'ils veulent forer? Où est-ce qu'ils voulaient forer à l'époque? C'était ici du côté de Sainte-Françoise, Fortierville. Il y avait aussi Saint-Célestin et du côté de Saint-Hyacinthe. Mais ça, c'était les projets de l'époque de la compagnie Kester. Je ne vous fais pas ici un tableau général de toutes les compagnies gazières qui ont été permis au Québec. Et c'est juste pour vous signaler que c'était ces trois projets pilotes-là qui étaient entrevus en 2009. Plus intéressant, c'est ce graphique-ci, où on peut voir qu'en 2011, vous voyez une étoile, là, ça c'était l'étape d'avancement de la filière du gaz de schiste au Québec, et ils s'attendaient à forer encore une trentaine de puits pour arriver à la phase d'exploitation. Autrement dit, une phase d'exploitation, c'est beaucoup plus intensif, il y a beaucoup plus de puits qui sont forés annuellement. Donc, on avait déjà investi 250 millions, une trentaine de puits, quelques centaines de millions supplémentaires, et nous pouvions, enfin, ils entrevoyaient encore forer tout aussi. Maintenant, on est en 2017. Si on regarde la vallée du Saint-Laurent, on a des permis en rose ici, qui sont surtout autour du lac Saint-Pierre, en montant un peu vers Québec. Mais on en retrouve beaucoup plus dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, un petit peu au Saguenay, Anticosti au complet et un peu dans le Golfe. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas que la vallée du Saint-Laurent qui est soumise à la pression des entreprises gazières et pétrolières. Maintenant, un mot sur comment on va chercher le gaz de schiste. Ici, on peut reconnaître de l'autre côté de la vitre le puits de gaz de schiste, la foreuse en fait, qui va vers la terre. Et puis là, ici, on a plein de contrôles pour pouvoir suivre le plus près possible le forage. Donc, pour forer, on a besoin de trépans. Ce sont des trépans de forage, on appelle ça en anglais des drill pits. Ça coûte environ 25 000 $, ça ressemble à ça. Pas entrer dans les détails, c'est plus ou moins intéressant, c'est purement de la mécanique. On fore de la roche, on fore un puits en brisant un peu comme le font les tunneliers. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'on a toutes sortes de quincailleries, toutes sortes de plomberies, si on peut dire, ça ressemble à de la plomberie, pour aller à l'horizontale et aller fracturer les roches autour du puits. Donc, je vais juste vous montrer quelques photos qu'on peut retrouver dans les catalogues avec des espèces de sphères comme ça, métalliques, des bouts de tuyaux, etc., pour permettre l'opération. À grande échelle, ça va ressembler à ceci. Donc, on a ici la surface au sol et on a une petite zone ici où on a une plateforme avec 8 puits. Et puis ensuite, on a nos puits verticaux et nos puits à l'horizontale, les puits horizontaux qui peuvent faire plusieurs kilomètres. Ici, ils ont représenté une profondeur de l'ordre de 3 km pour les segments horizontaux. Donc, pourquoi ils font ça? C'est pour réduire l'empreinte au sol. Donc, avec une petite empreinte au sol, on peut aller drainer ou aller chercher du gaz naturel un peu partout en profondeur sur plusieurs kilomètres carrés. D'ailleurs, on peut le voir dans la prochaine diapo. Aux États-Unis, on a accès aux cartes des puits horizontaux. Donc, ça nous permet de voir, ça c'est la rivière Missouri, ça nous permet de voir, pour chaque puits porte un numéro, quelle est la disposition des puits horizontaux dans l'espace sous la terre. Donc, ça représente 1 km. Comme on peut voir, on a énormément de puits par kilomètre carré. Oui. Ça, c'est comme si on avait une carte, on voyait du dessus. C'est comme une carte, mais là, les puits à l'horizontale sont évidemment pas à la surface du sol, mais en profondeur. Mais on les a comme rapprochés du sol pour qu'on puisse les voir. Donc, c'est vraiment une carte vue du dessus. Ils passent en dessous des côtés.
Oui, il passe en dessous des cours d'eau, c'est pas un problème. C'est à plusieurs centaines de mètres, sinon plusieurs kilomètres de profondeur. Au Québec, en 2012, on prévoyait des plateformes à 8 puits avec ces dimensions-là. Donc la plateforme au complet, elle fait 2 km de longueur ici, à peu près 1 km de largeur, et puis c'est une plateforme qui contiendrait 8 drains horizontaux. Donc c'est ce qu'on prévoyait en 2012, sauf que j'ai fait un petit tableau qui nous permet de voir qu'à l'heure actuelle, les plateformes vont être beaucoup plus grandes en quelque sorte. Pas la plateforme en surface, mais la surface qui serait drainée, au lieu d'être de l'ordre de 2 km², elle pourrait être de 8 km. Comme Castin a dit dans son communiqué, c'est pas loin de 9 km². Donc avec des longueurs latérales de 2,4 km. Donc on pourrait drainer une surface de 8,6 km², ce qui nous donne environ un puits au km². Moi, j'ai pris dans mes modélisations des dimensions un peu différentes, juste pour vous dire que c'est environ 1 km par 5 km qui serait drainé, donc 5 km² environ. Et ce sont des plateformes aussi également à 8 puits. Une fois qu'on regarde en profondeur, on voit ici une zone où la roche a été fracturée. Cette zone-là, c'est environ une cinquantaine de mètres de chaque côté du puits. Ça peut être 100 mètres aussi, ça peut être parfois plus, mais c'est une moyenne. Et ce que l'industrie dit, c'est qu'en ayant des latérales rapprochées peut-être de 100, 200 ou 300 mètres, d'aller extraire la majorité du gaz qui est coincé dans la roche. C'est vraiment une entreprise de démolition, en quelque sorte, du sous-sol. Ce que les gens font, c'est qu'ils essaient d'être assez profonds, par contre, pour ne pas endommager les nappes phréatiques qui sont plus près de la surface. Il peut arriver aussi qu'on peut avoir des puits horizontaux à différentes profondeurs. Si on a 2 roches qui contiendraient du gaz, ça peut être le shale de Utica et le shale de Lorraine, ou avoir du calcaire de Trenton un peu plus profond. Donc, il est possible aussi d'avoir des puits avec des drains horizontaux à différentes profondeurs. Toutes ces plateformes multipuits vont être reliées par un réseau de gazoducs, évidemment, et il y aura des gazoducs collecteurs qui vont permettre d'acheminer ce gaz naturel-là, une fois traité, au réseau de distribution de gaz métaux. En vrai, ça ressemble un peu à ceci. Aux États-Unis, ça c'est en Pennsylvanie, on voit des plateformes gazières de différents endroits et on voit qu'il y a eu passage, enfouissement de gazoducs un peu partout dans le paysage. Pour fracturer la roche, il faut que les fissures qui ont été formées avec évidemment notre eau, l'eau a été à forte pression, elle permet de casser la roche, on voit une pression qui excède la pression lithostatique. Et pour maintenir les fissures ouvertes, on a besoin des agents de soutènement. Qu'est-ce que c'est? C'est des grains de sable, plus souvent qu'autrement, de fins grains de sable. Ça peut être aussi des billes de céramique, des billes de différents matériaux, lorsque l'on fore à très grande profondeur, et là où on a besoin justement d'avoir des matériaux très résistants à de fortes pressions. Donc, juste vous montrer à quoi ça ressemble à la paume d'une main, c'est du sable très très fin, et c'est pour ça d'ailleurs que les travailleurs ont souvent des problèmes pulmonaires, silicose, etc., parce que, veut pas, ils en respirent, ceux qui sont sur les plateformes. Les additifs chimiques, eh bien là, on a des réservoirs qui sont acheminés à des camions mélangeurs, ensuite acheminés à des manifolds, ensuite on a des camions pompes un peu plus loin, et puis ici on a nos puits qui sont susceptibles d'être fracturés. Donc, quand vous voyez ce genre d'organisation, c'est qu'ils sont à l'étape de fracturation hydraulique. Malheureusement, les produits chimiques, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas pourquoi? Parce que les compagnies ne les connaissent pas. Il faut se rendre compte qu'un produit, c'est constitué souvent d'un mélange. Donc, si on a plusieurs produits, on a plusieurs mélanges. Et dans ces mélanges-là, on doit connaître exactement
la composition chimique. C'est quelle molécule? Est-ce que c'est est-ce que c'est xylène, etc. Il faut connaître la composition chimique. Malheureusement, une étude de l'EPA en 2012 a montré que sur les 1436 additifs qui avaient été utilisés aux États-Unis, il y en avait environ 52%, environ la moitié, qui pouvaient être associés à une structure moléculaire. C'est-à-dire que les autres additifs utilisés, eh bien, on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas les doser, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que c'est un problème au niveau, d'une part, de la transparence, mais c'est un problème qui peut avoir des incidences sur les risques de contamination des nappes aquifères. Parce que s'il y a contamination des nappes aquifères, il faut le prouver. Mais pour le prouver, si on n'a pas la composition des additifs utilisés, c'est difficile de prouver que c'est l'industrie, c'est telle compagnie qui a causé les dommages. C'est juste pour vous l'indiquer qu'on a un problème de transparence. D'ailleurs, ici au Québec, la compagnie Trican a envoyé un produit qui s'appelle le FR1, qui est un Friction Reducer, un réducteur de friction, pour permettre justement d'acheminer les grains de sable jusqu'au fond du puits, jusqu'au fond de la roche. Eh bien, si on regarde la composition, c'est 100% de quelque chose qui n'est pas connu. Il n'y a absolument pas de... Autrement dit, on se retrouve avec un feuillet de spécification de quelque chose qu'on ne connaît pas, et puis ça continue de même, puis ça dit, il n'y a pas de problème toxicologique, etc. Mais il n'y a pas de nom molécule, il n'y a rien. Et ce qui ressort du puits, une fois qu'il est fracturé, c'est tout, une fois que c'est analysé dans un laboratoire d'analyse, on peut détecter un certain nombre de constituants, des centaines de constituants. Donc, on peut voir ici ceux qui sont cochés, c'est ceux qu'on a introduits dans les mélanges additifs, dans les additifs. Mais il y en a toute une série qui n'ont pas été introduits dans les puits. Pourquoi on les retrouve? Parce que justement, ça réagit au fond des puits. Forte température, forte pression, présence de différents minéraux dans la roche, d'autres produits, ça fait comme un gros réacteur, une grosse éprouvette chimique, et on se retrouve avec des composants qu'on n'avait pas au départ. Ce qui complique énormément le jeu des scientifiques, mais également du gouvernement qui doit encadrer l'industrie. C'est difficile d'encadrer l'industrie quand on a énormément de produits à gérer une fois en surface. Donc, quelques risques. Évidemment, il y a un risque qu'on oublie souvent, sauf peut-être depuis quelques semaines, c'est le risque de l'inondation. Ça, c'est une photo qui a été prise en Pennsylvanie suite à l'ouragan Lee, mais j'en ai d'autres aussi au Colorado, etc. C'est qu'il faut imaginer qu'on a des plateformes de forage avec du matériel entreposé, et puis s'il y a le moindre fuite, ça se retrouve dans un cours d'eau. Et puis évidemment, ici, on a du bétail à proximité. Et il y a d'autres risques aussi, c'est le risque humain. Ici, c'est une photo en Louisiane. Il y avait une vanne qui était demeurée verte, une vanne où c'était des eaux de reflux, les eaux qui ressortent des puits. Et puis, il y avait eu, on avait répandu dans un champ pendant 1 heure ou 2, il y avait eu des eaux, des reflux qui s'étaient retrouvés dans le champ. Ici, on a quelques vaches, une vingtaine de vaches, qui ont ingurgité le liquide et qui sont mortes 1 heure après. Ça a été extrêmement rapide. Donc, c'est juste pour vous indiquer que ce qui ressort des puits, c'est pas de la petite bière. C'est quelque chose qui est très toxique. C'est quand même pas des petits animaux qui sont morts très rapidement. Et ce n'était pas nécessairement des vaches folles. Autre risque, c'est les risques d'explosion. Ici, on a un train de tige, parce qu'il faut imaginer que les puits, comment ils sont constitués de différentes sections métalliques d'environ 20 à 30 mètres qui sont assemblées. Et s'il y a un surplus de pression dans le puits, ça peut ressortir du puits au complet sur plusieurs centaines de mètres, voire plus d'un kilomètre. Et ça s'est retrouvé ici quasiment, ça s'est retrouvé sur un camion. Heureusement que le chauffeur n'était pas mort, il y avait personne dans la cabine, mais ça aurait très bien pu arriver.
souvent, c'est lors de ces événements-là incontrôlés qu'il y a des cas de morbidité, etc. Des cas parfois des morts aussi, des cas de mortalité. D'autres incidents peut-être un peu plus comiques, là, comme ici on a un camion dans un bassin d'eau qui s'est retrouvé en fâcheuse position. Mais il faut voir aussi que les toiles qui sont utilisées, ce pas des toiles qui sont extrêmement résistantes. Donc il faut aussi se rendre compte que si tu ne prends pas soin du matériel, il peut y avoir passage du bassin vers la nappe phréatique, etc. Donc, ce que l'industrie prévoit, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de bassin de décantation. Donc, tout serait comme cadenassé à l'intérieur de réservoirs pour être certain qu'il n'y ait pas de fuite, si on peut dire. Un autre risque, c'est le risque d'avoir, ici on a un puits à l'horizontale qui est fracturé, et ici on a des puits, des anciens puits, qui ne sont pas nécessairement étanches, qui ne sont pas nécessairement bien bouchés avec du ciment. Donc, on a un passage là, de différents fluides à l'intérieur du puits ancien, ça remonte dans la nappe aquifère, et puis ensuite, on a des puits d'eau potable. Et là, ce qu'on peut voir, c'est un ancien puits d'eau potable où tu as la pression de fracturation avec les liquides, etc., qui se retrouvent à jaillir de terre. Donc, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de croisement, d'interférence croisée entre les différentes structures qu'on retrouve dans le sol. Donc, plus on a de structures dans le sol, plus ce genre de risque est susceptible de lever. Donc, je suis prêt à répondre à quelques questions pour ce que j'ai présenté. Ensuite, je vais parler du cas de Sainte-Patrice-de-Beaurivage et les environs. Oui, madame. Okay. Je n'aurais pas dû lire, je suis complètement bouleversée. Là, si j'ai bien compris, ça veut dire que tout le long du Saint-Laurent, c'est plein de puits. Tout est brûlé. Il y a 1000 puits environ. Il n'y en a pas tant de puits que ça, il y en a environ 1000. Mais c'est quand même beaucoup. Il pourrait en avoir 20 000 s'il y avait une exploitation intensive. Ça existe déjà, ça se fait déjà, ça a été accepté, ça s'est fait par en arrière. Bien, écoutez, il faut être vigilant. On pourra revenir dans des sections plus tard, un peu plus tard dans la soirée, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a des puits de forêt au Québec. Il y a des puits qui n'ont pas été fracturés. Par contre, il y a seulement peut-être une vingtaine de puits qui ont été fracturés. Donc, c'est ceux-là qui sont les plus dangereux, en quelque sorte, qui comportent les plus grands risques, parce que le roc a vraiment été abîmé sur de grandes distances. Donc, ceux-là sont vraiment à risque. Ceux-là, il faut vraiment les surveiller de près. C'est ce que le gouvernement devrait faire. Et si le gouvernement ne le fait pas, c'est aux citoyens de s'en occuper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur? Là, vous avez présenté beaucoup de points, des points négatifs, beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Mais est-ce que, de l'autre côté, est-ce qu'il y a des points positifs dans les gaz de schiste ou il y en a pas? Bon, pour ce qui est des points positifs, il y en a, je vais vous en parler justement dans cette partie-ci. Oui, ça peut rapporter une certaine somme d'argent. Oui, les gouvernements peuvent obtenir des redevances, mais ce que j'ai mentionné va demeurer vrai, à savoir le risque de contamination des nappes phréatiques, à savoir le risque climatique, ça va toujours demeurer. Donc, que l'argent que ça rapporte beaucoup, ces risques-là vont demeurer. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que je continue? Vous Oui, avez madame. parlé des inondations. Oui. Est-ce que quand il y a des inondations, ça pollue l'eau, ça se retrouve dans les rivières, dans les petits lacs, ça fait que ça peut être dangereux? Bien, c'est certain que c'est pas la seule industrie qui a des risques lors des inondations, mais comme c'est des choses qui se retrouvent, je dirais, en surface, qui ne sont pas à l'intérieur de bâtiments, eh bien, c'est plus facile de se retrouver dans la nature sans qu'il y ait de surveillance. Donc, à ce titre-là, c'est une industrie à risque, sauf qu'il y a des produits toxiques aussi qu'on peut retrouver dans d'autres types d'industries, puis il ne faudrait pas qu'il y ait une innovation. On l'a vu un peu à Vaudreuil, on voit parfois quand il y a des hydrocarbures qui se retrouvent dans la nature,
Ça peut être causé par une erreur humaine, mais ça peut être causé par une inondation aussi. Et si on a une exploitation intensive, on se retrouve avec plusieurs plateformes dans la région, eh bien, on va se retrouver à différents niveaux de développement dans ces plateformes-là, avec peut-être des produits chimiques qui vont être là, qui devaient être là pour quelques jours, puis qui sont retrouvés là au mauvais moment, et ils se sont retrouvés finalement répandus dans les rivières. Et c'est énormément de tonnes de produits chimiques pour la Ça peut être fracturation. dangereux. S'ils font ça à tempête, ceux qui ont des puits normales. Oui, ça c'est une question que je vais aborder maintenant. Ok. Fait que je vais continuer avec la question, je vais parler maintenant plus de la MRC de Linière, de